Bonjour, nous sommes le dimanche 21 octobre 2018 et aujourd'hui ma petite causerie s'intitulera Taylor Swift ou j'ai fait un rêve. Vous le savez, monsieur Martin Luther King avait fait un rêve et dans ce rêve, il rêvait la fin de la ségrégation aux États-Unis, l'égalité entre les gens d'origine africaine et les autres personnes qui se trouvent aux États-Unis, les colons qui sont d'une autre origine. Et moi j'ai fait un rêve, et c'est un rêve ce matin au moment de me réveiller, puisque mon rêve s'achève par moi émergeant du sommeil et puis regardant ma montre, et il est 7h40. Et le rêve c'est le suivant, je suis dans une très grande salle, un grand amphithéâtre, le genre de salle où on peut mettre 1 millier de personnes, et je fais partie du public, et il y a des gens sur l'estrade qui sont en train de parler, et il y a salle comble. Et il y a une dame qui se trouve là vers les premiers rangs qui me montre de m'approcher et je m'approche d'elle et elle m'indique de la suivre dans les coulisses. Et dans les coulisses, elle me tend un micro, voilà, un micro portable dans lequel on peut parler en se promenant, et elle me montre d'aller me mettre sur la scène. Et au moment où j'arrive sur le podium, où il y a un certain nombre de gens en train de parler, et si j'ai bon souvenir, ils sont en train de parler, ils sont en train de dire la collecte a rapporté ceci, cela, et ce sont des petits messieurs qui ressemblent fort, je dirais, à des bureaucrates, à des ronds de cuir, et qui nous disent des choses, je dirais, de politique très très traditionnelles. Et au moment où j'arrive sur le podium avec mon micro, je me rends compte que mon intervention n'est pas prévue. C'est une initiative de cette dame et peut-être d'autres personnes de me faire venir sur le podium et de prendre la parole. Et je comprends ce qui est en train de se passer, et je me dis, oh là là, mais je n'ai rien préparé, je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. Et j'interromps ces petits messieurs et je commence à parler, et je sais que là, une des premières choses que je dis, c'est que il est temps de se tourner vers ce mouvement qui est lancé dans le monde anglo-saxon, qui s'appelle Extinction Rebellion, ce qu'il faudrait traduire par la rébellion de l'extinction, dont je ne sais pas grand-chose parce que j'ai juste vu une page recommandée par monsieur George Monbiot, qui est un éditorialiste du Guardian. Et dans ce message, M. Monbiot nous disait qu'il ne fallait plus rien attendre de la politique politicienne de droite ou de gauche. Le même message d'ailleurs que M. Michael Moore dans son nouveau film qui dit si on peut rien attendre des républicains aux États-Unis, on ne peut pas attendre grand-chose non plus des démocrates, il faut faire les choses autrement. Et donc, je suis là sur ce podium et je prends la parole en me disant qu'est-ce que je vais dire, de quoi je vais parler. Et je me rends compte que petit à petit, je prends de l'assurance. Je parle de ce mouvement de rébellion contre l'extinction. Je dis qu'il ne faut plus faire de la politique comme avant, que tout ça, voilà, qu'à la fois ceux qui sont dénoncés comme tous pourris et ceux qui dénoncent comme tous pourris, finalement, ils font encore exactement le même jeu et essaient de nous entraîner dans le même type de problématique, et que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire autre chose. Et donc je prends de l'assurance, mais je ne sais pas je ne peux pas vous dire ce que j'ai dit parce que très rapidement j'émerge de mon sommeil et mon rêve est terminé. Je sais simplement que j'ai compris de quoi il s'agissait. Je cherche un peu mes mots parce que je parle en anglais et je me dis comment est-ce qu'on dit un mouvement qui émerge de la base, et puis ça me revient tout de suite, heureusement, grassroots movement, voilà, mouvement grassroots, et les mots me viennent et j'ai le sentiment au moment où je me réveille que mon discours est bien parti et que je sais ce que je vais dire et que c'est le même message finalement que George Monbiot l'autre jour dans son message, qui correspond à des choses que j'avais déjà dit ailleurs quand j'avais réfléchi à quel endroit faire de la politique. Est-ce que c'est au niveau des européennes? Est-ce que c'est ailleurs? Ou est-ce que c'est tout à fait encore en prenant ces distances par rapport à cela? Est-ce que c'est du côté, je dirais, des Greenpeace et des mouvements de ce type-là qu'il faut maintenant faire des choses? Alors, Taylor Swift. Pourquoi Taylor Swift? J'ai promis depuis un certain temps de parler de ce qu'elle a fait.
Taylor Swift est donc une chanteuse de chansons populaires, extrêmement populaire, qui a vendu des millions d'albums. Je regardais sur son compte Twitter, elle a 112 millions de followers, ce qui est quand même pas mal. Et c'est une personne dont on a parlé beaucoup pour dire qu'elle ne disait rien au cours des années. Depuis en particulier l'élection de monsieur Trump, on a dit c'est curieusement quelqu'un dans le monde du spectacle qui ne prend pas position contre le racisme, le proto-fascisme de monsieur Trump et ainsi de suite. Et les réflexions à ce sujet étaient toujours du même type. Elle sait qu'elle a une base énorme et elle ne veut pas se l'aliéner. Elle ne veut pas s'aliéner sa base en disant ceci ou cela. Et la référence qui est toujours faite dans ces analyses, c'est par rapport aux Dixie Chicks. Dixie, vous le savez, c'est le surnom des États du Sud aux États-Unis. Et il y avait un groupe extrêmement populaire, les Dixie Chicks, qui faisait un style de type, je dirais, country and western, assez rythmé, extrêmement populaire. Et au moment où Bush a déclaré que les États-Unis allaient envahir l'Irak avec une coalition où se trouvait le Royaume-Uni également, elles ont dit non, pas en mon nom. Ce groupe a très courageusement dit non. Et ça a été la catastrophe pour elles. Ça a cassé leur carrière. Elles se sont fait boycotter, insulter, menacer de mort, et ainsi de suite. Et ça a été la fin de l'histoire. Et donc, quand on parlait de Taylor Swift jusqu'ici, on faisait référence aux Dixie Chicks en disant elle veut éviter cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était le 9 octobre. Elle a fait une déclaration sur Instagram en disant « Je ne peux pas me taire plus longtemps. Il y a dans notre État de Tennessee, il y a une dame qui se présente comme candidate républicaine. C'est une dame qui est contre les droits des homosexuels, qui justifie le fait de ne pas les servir quand ils se rendent quelque part, qui refuse certainement le mariage. C'est une femme qui n'a pas voté pour le renouvellement de la loi sur la protection contre la violence conjugale. C'est une dame qui refuse de voter en faveur de l'égalité des hommes et des femmes du point de vue des salaires. Je ne peux pas me taire plus longtemps. Il faut que nous, tous, nous intervenions dans des choses, quand des enjeux de ce type-là apparaissent, il faut que nous nous engagions. Et elle a recommandé en particulier aux personnes qui se trouvaient non seulement dans l'État de Tennessee, mais aux États-Unis en manière générale, de s'inscrire sur les registres électoraux pour pouvoir voter le 6 novembre. Et je ne sais plus exactement le chiffre, mais je crois que dans la journée, 166 000 personnes se sont inscrites soudain sur les registres électoraux aux États-Unis, probablement comme conséquence de sa déclaration. Et alors là, jusqu'ici, en tout cas, elle n'a pas souffert du syndrome Dixie Chicks. Elle a en particulier, Chicks, ça veut dire c'est des poussins, hein, les poussins des États du Sud aux États-Unis. Il n'y a pas eu un soulèvement de sa base. Au contraire, il y a beaucoup de félicitations. Elle l'a fait et il s'est fait que ça s'est fait au bon moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une mobilisation du côté républicain, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer de la salir, bien entendu, comme on essaye du côté républicain aux États-Unis de salir la mémoire de M. Khashoggi, ce journaliste assassiné probablement au consulat d'Arabie Saoudite à Ankara. On se trouve dans une situation inédite, c'est-à-dire que un chanteur, en réalité une chanteuse, dont la base peut être considérée comme a priori plutôt à droite, plutôt pro-républicaine, ne s'est pas révoltée contre la chanteuse qui leur demande en fait de prendre des positions davantage à gauche, des positions qui se rapprochent davantage de ce que fait le Parti démocrate aux États-Unis. Elle recommande donc dans l'État de Tennessee de voter pour les candidats démocrates.
Je crois qu'on va voir apparaître des choses de cet ordre-là. On va voir, dans ce cas-là, bon, toujours dans un cadre, je dirais, républicain, démocrate, parce qu'il s'agit d'élections, mais on voit des voix qui s'élèvent en disant c'est en dehors de la politique traditionnelle, même la politique traditionnelle radicale ou qui s'affirme c'est ailleurs qu'il faut faire les choses, c'est ailleurs que ça va se passer. Dans l'article de mon bio, il nous dit ce ne sont pas les politiciens classiques d'un bord ou de l'autre qui sauveront l'humanité. C'est un peu le même message en fait que celui de Michael Moore. Il faut maintenant que des choses émergent de la base, et ça ne veut pas dire ni de droite ni de gauche, mais des choses qui émergent de la base et en dehors de ces institutions qui se sont mis au service de la plutocratie, de l'oligarchie, de ces démocraties qui ont dérivé vers le pouvoir des banques, au point que dans certains pays où il n'y a justement pas de vague populiste, ce soit les représentants de la banque à proprement parler qui dirigent le pays. Il faut qu'autre chose apparaisse, qu'il ne soit pas l'alternative, la banque ou le tous pourri. Je vois que M. Raphaël Glucksmann en ce moment est en train d'essayer de lancer quelque chose de cet ordre-là. Il y a Paul Ariès autour de l'idée de la gratuité qu'il faut saluer aussi. Ce sont bien entendu des tas de choses auxquelles je souscrirai bien entendu, auquel j'apporterai mon soutien. Le moment est venu de faire les choses autrement. Et je vous recommande à ce propos de voir, quand vous entendrez ma vidéo, ce sera sans doute probablement déjà passé sur France Culture, ce débat qui a eu lieu entre messieurs Fresso, bon, je mettrai le nom, Castel et moi-même, heureusement j'ai pu récupérer à la dernière seconde, Fresso, Castel et moi-même sur la question de la fin, de l'extinction de l'humanité. J'ai déjà souligné, avant même que ça passe, puisque c'est en différé, que les points de vue défendus sont en fait extrêmement différents. L'un d'entre vous m'écrit d'ailleurs « Pourquoi faites-vous ça ? C'est vous dévoilez la fin, etc. » J'aurais pu lui répondre, mais écoutez, monsieur, c'est pas un roman policier. Mais c'est ce que je lui ai dit, c'est que l'un d'entre nous a dit hors antenne, quand l'enregistrement était terminé, que l'un d'entre nous avait gagné dans l'argumentation, avait emporté la décision, avait souligné en particulier une erreur fondamentale de raisonnement dans ce que disait l'un d'entre nous. Alors, je vous laisse la possibilité de décider par vous-même, en écoutant l'émission ou le podcast ultérieurement, quelle est la meilleure argumentation à propos de cette question de l'extinction. Il faut que nous nous rallions tous à cela comme un mot d'ordre, et c'est cette dénomination de Extinction Rebellion, rébellion contre l'extinction, ça peut être véritablement ce mouvement qui vient de la base et qui dit au monde politique traditionnel, écoutez, il faut que nous résolvions cette question, et malheureusement, il n'apparaît pas que vous puissiez vous apparaissez essentiellement comme des obstacles. Il y a une expression qui me viendrait, ni un tel ni un autre, et bien je veux pas être trop polémique, donc je ne dirai pas cela. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Il faut que ça marche. Il faut que nous ne soyons ni dans le deuil de notre espèce, ni dans les bras baissés. Il faut que nous donnions comme un défi, comme le défi ultime, celui de maintenir à l'échelle cosmologique, je ne veux pas parler d'étoiles qui s'éteignent et de choses comme ça, mais que nous maintenions le flambeau de cette espèce qui a beaucoup de choses à sa décharge, qui n'est pas exemplaire. L'actualité le montre tous les jours, mais nous sommes quand même un miracle. Nous sommes un miracle de la vie, quand la vie apparaît. Nous sommes un miracle de cette vie qui n'a pas de principe particulier, qui n'a pas de cadre éthique a priori. C'est à nous de donner des cadres éthiques aux choses, mais il faut le faire. Là, je pense à cette autre émission que vous avez vue récemment, où je me trouvais à côté de quelqu'un qui représentait le monde de la banque et qui sortait ce slogan d'une stupidité confondante. La finance n'est pas morale ou immorale, elle est amorale.
Eh bien, cher monsieur, c'est encore pire, parce que ce qui fait tenir ensemble les sociétés humaines, qui nous permet d'être des animaux sociaux et de survivre sur notre planète, c'est le fait que nous sommes moraux dans l'ensemble, que nous sommes donnés un cadre qui nous permet de vivre ensemble, qui nous définit cette générosité que nous avons très spontanément vis-à-vis des autres, parce que nous sommes comme eux, et qu'il est bon de combattre ceux qui nous diraient le contraire, comme nous dire qu'il faut tolérer la finance parce qu'elle est amoral et que finalement amoral c'est pas grave du tout parce que c'est comme ça qu'elle est. Eh ben non, et il faut que ça cesse d'être ça. Il faut que la finance cesse d'être amorale ou immorale. En réalité c'est la même chose. Il faut qu'elle se mette au service de l'humanité. On en a besoin. C'est le système sanguin effectivement de l'économie et si nous voulons survivre, il faut qu'il y ait une économie. Il faut qu'elle soit autrement que celle qu'elle est, telle qu'elle est maintenant. Mais il faut que ce soit là. Alors voilà, je vais arrêter là-dessus. Vous avez compris mon message. Rébellion contre l'extinction, ça doit être notre mot d'ordre dans les semaines, les mois, les années qui viennent pour renverser la tendance. Ça va pas être facile, mais il faut le faire. Voilà, allez, à bientôt.